Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présent pour ce premier webinaire donc organisé par Aerospace Valley pour présenter la solution Sparking Data qu'on va détailler par la suite. Donc au niveau du format, nous avons prévu 30 minutes de présentation avec une présentation assez globale de la solution, 15 minutes consacrées plutôt à l'expression, à la présentation de cas d'usage de cette solution et 15 minutes par la suite consacrées aux réponses à vos questions que vous pouvez d'ores et déjà poser via l'outil. Donc je m'appelle Cédric Ouget, je suis Business Manager pour Atos de cette solution Sparking Data et pour m'accompagner. Kyriakos Konstantopedos, Product Manager de Sparking Data. Voilà, donc nous allons basculer maintenant sur la présentation. Donc Sparking Data, donc je le redis, donc nous sommes aujourd'hui dans les locaux d'Aerospace Valley qui nous hébergent. Nous allons vous présenter une solution qui est issue d'un PIA constitué donc avec un consortium constitué de différentes entreprises que vous voyez sur cette planche, différentes entreprises qui viennent à la fois du domaine académique, du domaine de la recherche et du développement, du domaine du secteur privé et du secteur public. Tout ça avec un financement également du ministère des Finances via des plans d'investissement à venir et la direction générale de l'entreprise. Et donc on aura l'occasion d'évoquer différents partenaires de ce consortium lorsque nous évoquerons les cas d'usage. Donc une première partie sur le contexte par rapport à l'observation de la Terre et son potentiel. Alors son potentiel notamment au niveau marché. Il est important de noter que on voit une évolution de la manière d'acquérir les données d'observation de la Terre depuis de nombreuses années maintenant. On est passé d'un paradigme dans les années 80-90 où il y avait assez peu d'observations de la Terre qui produisait finalement assez peu de données destinées à une communauté vraiment d'experts, assez peu large. Et on est passé sur des observations de plus en plus publiques, ou du moins pour lesquelles les données étaient rendues de plus en plus publiques. Et maintenant, nous sommes dans une ère big data où on sait très bien que ce type de données doivent absolument être croisées avec d'autres formes de données qui peuvent provenir de différentes sources. Et on voit venir évidemment à l'horizon au-delà des années 2020 un nombre vraiment croissant de cas d'usage qui vont lier encore une fois ces données à des données plus classiques dont on peut disposer aujourd'hui. La conséquence de cette évolution, c'est évidemment une conséquence positive sur ce qu'on appelle un temps de revisite, c'est-à-dire que les satellites sont de plus en plus nombreux, de plus en plus performants, vont accélérer le nombre de fois qu'ils vont passer au-dessus d'un point d'intérêt par rapport à leur trajectoire et nous amener de plus en plus de pertinence dans les informations qu'ils nous renvoient, mais aussi de plus en plus de volume, de plus en plus de volume et de complexité par rapport à cette information-là. Ça veut dire, si on parle de volume, de plus en plus d'informations à traiter, ce qui rend technologiquement l'accès à ces informations complexe. Si on reste sur ce gisement en fait, et ce potentiel et ce gisement de croissance, on peut, et là j'utilise des chiffres qui sont donnés par la Commission européenne via des programmes de l'Agence spatiale européenne sur justement le potentiel d'activité business des données d'observation de la Terre, et on s'aperçoit que sur leurs estimations, entre les années 2015 et 2020, c'est l'histogramme que vous avez à gauche, on voit une évolution très importante, évidemment en bleu foncé, du nombre de data qui vont être utilisés, qui vont être vendus, mais aussi un nombre très important et qui croît dans une dynamique beaucoup plus importante sur les value added services, donc ces services à valeur ajoutée qui sont créés à partir des données de base d'observation de la Terre. On voit maintenant sur la représentation à droite la répartition finalement de cet état d'activité et de cette projection de business entre 2015 et 2020 par différents segments de marché. Donc on voit qu'il y a différents verticaux. On a les exemples de l'agriculture,
la recherche, enfin, des éléments forestiers, tout ce qui est urbanisation, l'assurance, le monitoring des océans, etc. Et on voit qu'il y a une dynamique, alors évidemment qui n'est pas homogène, sur l'utilisation de ces données à ce jour, et on voit aussi un potentiel de croissance très important sur ces différents verticaux. Voilà. Donc, important pour nous d'avoir cet élément intersectoriel, parce que vous allez voir que notre solution se base justement sur cet élément, ce facteur clé qui est de rester intersectoriel et d'avoir une offre qui peut répondre à un ensemble de différents verticaux. On voit aussi la conséquence par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'évolution du nombre de données, de leur volume, leur complexité, leur variété, etc. C'est que l'informatique, l'information technology, est vraiment à la croisée des chemins. Je l'ai déjà dit, des flottes de satellites qui sont en très forte croissance. On a des algorithmes de calcul qui sont de plus en plus importants. On a une connaissance du public par l'habitude, l'apprentissage qu'a le grand public, notamment d'utilisation des données. On utilise tous un GPS, on a l'habitude de regarder la carte et le plan de sa maison sur Internet, donc on sait que ces données peuvent nous apporter des informations, et donc le public, les clients, et même le grand public sont de plus en plus comment dire, exigeants sur l'utilisation de ces données. On voit également qu'il y a une évolution sur le comportement des entreprises et des collectivités dans leur ensemble, sur la gratuité de ces données. Beaucoup de données sont gratuites et beaucoup de données sont en mode open data. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que les données étaient gratuites, mais il faut avoir la capacité et la compétence et le savoir pour pouvoir les gérer. Autre élément important sur les données d'observation de la Terre, ce sont des données qui répondent à ce même paradigme. Ce sont des données qui sont gratuites et qui sont libres d'accès. Excusez-moi. Donc Sparking Data, par rapport à ce constat-là et à ce contexte, quelle solution nous avons choisi pour justement valoriser les données d'observation de la Terre? Sparking Data, c'est une plateforme donc, qui répond aux éléments des différentes plateformes de services, sur la coopération, sur le partage, la mutualisation des actions et des coûts, bien évidemment. Et c'est une plateforme qui a, de manière très schématique, nous allons rentrer dans les détails après, d'un côté la capacité de recevoir un certain nombre de données sources qui sont diverses et variées. On a parlé des données d'observation de la Terre, mais c'est aussi d'autres types de données qui peuvent venir de vos entreprises, de vos clients ou d'autres open data, par exemple. Et cette plateforme donne un accès qui est simplifié à la technologie qui, jusqu'à présent, était assez complexe justement à utiliser. Donc c'est un accès simplifié à la technologie d'IO, donc vous verrez ce terme IO pour Earth Observation, qui permet de construire des Value Added Services, donc des services à valeur ajoutée. J'ai gardé les termes, les acronymes du moins en anglais, parce que c'est ce que vous verrez sur la majorité des publications. C'est à la fois donc un outil technologique, mais aussi un support, avec l'aide évidemment de l'ensemble du consortium et des membres opérants de la solution. C'est un support pour une coopération afin de créer vraiment de la valeur et passer d'une donnée ou de différents types de données ou de données et de différents calculs ou algorithmes à vraiment une valeur. Troisièmement, c'est aussi un modèle pour transformer le business et créer de par cette valeur vraiment une monétisation et vraiment une réponse financière à vos sollicitations. Et vraiment, on a en sortie une solution qui permet un accès, quelle que soit la source, à des clients, que ce soit du B2B et du B2C. Alors, j'accélère un petit peu sur la solution technique. Donc, on est sur une solution qui est multisource, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qui permet l'accès à plusieurs sources de données d'observation de la Terre et autres types de données. C'est une technologie qui permet de faciliter l'ingestion,
de ces différentes données et d'améliorer l'échange de celles-ci. Ça permet justement de répondre à des standards de dissémination, d'utilisation des traitements et des données géospatiales qui répondent à des cadres d'utilisation bien spécifiques. C'est une plateforme qui est évidemment interopérable, qui est orientée service, qui permet en fait d'accéder justement à ces données, aux services qui ont été créés via des technologies web et de ne pas s'encombrer d'infrastructures trop performantes, puisque c'est nos infrastructures qui sont utilisées. C'est évidemment une approche fédérative, coopérative, puisque les services qui sont créés sur cette plateforme vont pouvoir servir et resservir et être réutilisés par d'autres tiers. Voilà. HPC Big Data, évidemment, le but du jeu, c'est de proposer une infrastructure qui permet de poser des services qui vont pouvoir utiliser des ressources importantes de calcul pour pouvoir répondre à des tâches de calcul qui peuvent être gourmandes. C'est une infrastructure cloud, donc qui est basée sur des services Docker, donc des technologies conteneurs, qui permettent tout un tas d'avantages techniques, mais surtout une interopérabilité par rapport à la manière dont le service est développé chez vous en interne ou auprès des spécialistes qui développent les services. Et évidemment, c'est une solution qui permet de prototyper de nouveaux services en mode peut-être proof of concept dans un premier temps, et ensuite de pouvoir faire une mise à l'échelle de façon très rapide et très automatisée. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un créateur de valeur. Donc on l'a vu avec l'écosystème qui nous a permis de partenaires, qui nous a permis de mettre en place cette solution. C'est un créateur de valeur puisque on travaille sur une démarche de design thinking qui permet vraiment de définir clairement la pertinence du cas d'usage de manière à identifier que le service va vraiment répondre à un besoin de l'utilisateur. Ça permet aussi d'explorer de nouvelles possibilités d'usage donc avec nos partenaires. Ça veut dire que nous sommes l'ensemble du consortium et Atos en chef de file vraiment en support pour l'expression des besoins fonctionnels et la traduction vraiment de ces besoins en service. Donc évidemment plusieurs types de partenariats, des partenariats avec des fournisseurs de données, on va le voir par la suite, différents types d'algorithmes, différents fournisseurs de services et d'infrastructures qui vont nous permettre vraiment d'apporter cette valeur ajoutée. Un portefeuille de clients qui est vaste, on l'a vu tout à l'heure, c'est important d'être intersectoriel. Vous le voyez en bas à gauche du slide, aujourd'hui, plusieurs secteurs de marché sont représentés. Il est possible de créer et d'imaginer des services à valeur ajoutée sur les données d'observation de la Terre dans à peu près tous les verticaux marchés. Et notre solution permet de gérer l'ensemble de ces verticaux. Du service au business, effectivement, la solution prend la forme d'une marketplace pour accéder au service. L'utilisateur va avoir accès à une marketplace qui va lui permettre de disposer des services, quel que soit son marché et son métier. Et évidemment, cette marketplace et l'ensemble du business model permet un retour sur investissement des partenaires via une monétisation directe. Donc je ne vais pas m'appesantir sur le schéma de gauche, mais rapidement, pour vous présenter qu'on voit bien donc, les différents clients qui vont utiliser la marketplace, qui vont être dans différents verticaux. On a pris l'exemple des secteurs financiers, l'industrie, le secteur public, etc. Ces clients vont venir utiliser des services sur une couche donc, applicative. Ces services qui sont créés par donc, ce qu'on a appelé des service providers ou des third-party users, qui sont donc des entreprises qui vont développer des services. On va voir des exemples après, vous aurez vraiment une explication bien complète. Ces services sont basés sur une plateforme qui est créée pour justement manipuler prioritairement les données d'observation de la Terre, mais aussi pour générer des connecteurs qui permettent d'accéder à d'autres types de données externes fournies par des data providers. On voit là qu'on est donc dans un écosystème avec plusieurs rôles. Je suis soit client utilisateur de la plateforme, ou je suis service provider, c'est-à-dire que
j'ai l'idée d'un service où j'ai la capacité à développer des calculs, des algorithmes sur des services. Je crée ce service-là sur la plateforme et je vais pour cela utiliser différents types de données. Encore une fois, on va voir des exemples par la suite. Allez, j'essaie d'accélérer un petit peu et je passe la main donc à Kyriakos pour l'architecture fonctionnelle. Très bien, merci Cédric. Voilà, donc je vais vous parler de l'architecture fonctionnelle de Sparking Data et comme ça, ça va aussi me permettre de vous décrire un petit peu l'ensemble des services que Sparking Data peut fournir à ses utilisateurs. Donc, Sparking Data, c'est une solution complète qui s'appuie sur 3 niveaux, IaaS, PaaS et SaaS, donc infrastructure as a service, plateforme as a service et service, solution as a service, service as a service. Mauvais sens, voilà. Donc, la partie IaaS est composée d'un cloud qui permet justement de fournir l'ensemble des ressources nécessaires, que ce soit du stockage ou du calcul, pour l'ensemble des applications qui vont tourner sur Sparking Data. Aujourd'hui, le cloud utilisé, c'est un cloud Atos, mais la solution est conçue de manière qu'elle soit complètement agnostique par rapport au cloud. Donc, c'est quelque chose, la solution peut être posée sur n'importe quel cloud du marché. La couche PaaS est composée d'un socle de services de base qui permettent justement, pour la construction de services plus évolués, de se focaliser sur la vraie partie métier, sur la seule partie métier. Donc, ces services de base sont par exemple la gestion des utilisateurs avec la gestion des droits, d'authentification, la partie facturation. On a vu la facturation peut être très complexe au sein de Sparking Data parce qu'on utilise plusieurs données de fournisseurs différents, parfois qui ne sont pas gratuites, mais aussi des services et des algorithmes de calcul qui peuvent être fournis par des tiers. Voilà, donc là, c'est le service facturation qui gère tout ça. Toujours au niveau du PaaS, il y a l'ensemble de la gestion des ressources, que ce soit du provisioning en machine virtuelle ou en système de fichiers distribués, base de données, etc. Et bien sûr, la partie outils, que ce soit des outils orientés IO, donc observation de la Terre, ou d'autres outils de analytics, sémantique, big data, etc. Voilà. Toujours un peu à cheval sur la partie PaaS et SaaS, nous avons la gestion des données. Gestion des données, donc d'observation de la Terre ou d'autres, mais qui sont toujours liés dans le domaine. Service qui permet d'homogénéiser justement l'accès à ces données-là, ainsi qu'aux métadonnées, afin que les applications puissent les utiliser de manière uniforme et transparente. Un autre service très important, c'est le service de gestion, d'intégration de services. Là, il s'agit en fait de faciliter l'intégration d'applications ou d'algorithmes de calcul écrits par des service providers, donc des tiers qui utilisent la plateforme et qui veulent déployer à travers cette plateforme-là des applications métiers à utiliser par d'autres utilisateurs de Sparking Data. Et enfin, toujours ça fait partie de la couche SaaS, la marketplace. Donc c'est la place de marché qui permet de mettre à disposition aux utilisateurs des données et des services, donc développés dans la solution Sparking Data, afin que les utilisateurs puissent les découvrir et les utiliser. Voilà. Merci. Des cas d'usage maintenant. Maintenant, les cas d'usage. On commence par le cas d'usage, un cas d'usage au niveau dans le domaine de l'énergie, plus particulièrement de la pétrochimie. La problématique initiale, c'est la déformation du sol, qui est un risque majeur pour le stockage de gaz ou pour les pipelines qui traversent certaines régions. Donc ici, en exemple, nous avons une image de Rome, donc l'Italie qui est très, comment on dit, sismogénique. Oui. Voilà. Voilà. Donc, grâce à des produits, alors produits, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est des images satellites. Voilà, donc nous avons des produits radars qui sont prises
qui sont pris par différents satellites comme Sentinel-1, qui sont utilisés par des algorithmes développés avec des laboratoires au niveau de Toulouse, donc des algorithmes SBAS d'INSAR, qui permettent justement, grâce à ces images radars, de détecter des mouvements, donc des déformations du sol. Donc nous avons à droite des écrans qui sont calculés par cette application-là, qui permettent, donc les différents points, c'est les points sur lesquels l'algorithme a identifié des déformations du sol, et nous pouvons aussi visualiser la courbe de déformation pour une date donnée. Voilà, on imagine l'apport pour l'entreprise pétrolière de manière à pouvoir prioriser ses actions, par exemple, de maintenance sur un pipeline existant ou dans le tracé de nouveaux pipelines qui va pouvoir utiliser cet élément finalement décisionnel. Deuxième use case. Alors là, c'est un use case, c'est un POC développé avec un de nos clients afin d'optimiser dans le domaine du transport aérien, l'industrie aéronautique plus précisément, et dont l'objectif est d'optimiser la maintenance préventive des avions afin de diminuer les risques de panne, en anticipant les défaillances techniques, justement par le calcul d'une fiche de santé exacte de chaque pièce d'un avion en fonction des conditions réelles de vol. Pour cela, nous utilisons d'une part des données métiers, donc les routes empruntées par l'avion, la configuration avion, les différentes datasheets des pièces de l'avion. Et à cela, l'algorithme, qui est un algorithme de machine learning, prend en compte les conditions météorologiques réelles du vol, ainsi que l'état des pistes d'atterrissage sur lequel l'avion s'est posé. Et grâce à tout ça, on arrive à sortir des informations concernant bien sûr chaque pièce de l'avion, comme on l'a dit, et proposer préconiser la maintenance sur certaines de ces pièces-là. Alors, cas d'usage agriculture, notre partenaire Terranis est capable aujourd'hui, grâce à Spark Data et à son algorithme AgriSpark, de proposer à l'ensemble des agriculteurs qui pourraient venir sur Spark Data ou aux coopératives agricoles, mais aussi à des institutions gouvernementales, un ensemble de services dans le domaine de l'agriculture. Ça peut être la classification de culture, par exemple. Là, ça serait plus effectivement pour des institutions gouvernementales. S'ils veulent avoir au niveau de la France une vue sur tout ce qui est cultivé, et avoir par exemple le nombre les hectares de culture de blé, etc. Grâce à cette application-là, c'est possible. Mais aussi pour les agriculteurs, le suivi de leur culture afin d'optimiser l'apport des intrants au niveau de tout ce qui est eau et traitement, mais aussi la surveillance, donc le suivi des cultures par des comparaisons annuelles, interannuelles, pour savoir comment évolue chacune des cultures. Et pour cela, on prend uniquement des images satellites que l'algorithme AgriSpark est capable de traiter pour déduire la maturité de la plante, et en intégrant d'autres données métiers, est capable justement de fournir l'ensemble des informations, des services que je vous ai exposés. Voilà, donc on a vraiment là un exemple de combinatoire entre des données d'observation de la Terre et puis une valeur métier qui est amenée par un spécialiste, qui est Terranis là en l'occurrence, qui maîtrise complètement l'élément métier du domaine agricole et qui traduit ça par des algorithmes bien spécifiques qui viennent s'appliquer sur ces données initiales. Et cela permet d'avoir après les constructions d'interfaces qui permettent justement, encore une fois, d'avoir des éléments de décision pour les différents organismes que Kerakos a cités. Un autre cas d'usage. Voilà, toujours dans le domaine agriculture, mais là on va un peu plus loin, c'est-à-dire là, tout à l'heure je vous ai parlé
d'algorithme qui prend en compte uniquement des images satellites et des données métiers, là, on rajoute une dimension météo, donc des prévisions météo, afin d'être capable de fournir aux agriculteurs très précisément les besoins en eau au niveau de chaque point de sa parcelle. Voilà, ça c'est une application qui s'inscrit totalement dans le cadre du GFCS. Alors le GFCS est le cadre mondial pour les services climatiques qui a été défini par l'Organisation mondiale météorologique et dont parmi les domaines prioritaires, c'est l'agriculture et l'eau. Voilà, donc là il s'agit vraiment d'optimiser les apports en eau au niveau d'un champ, d'une part pour optimiser la culture elle-même par le juste apport en eau, mais aussi de minimiser l'apport en eau. Voilà, éviter les ruissellements, etc. Pour cela, bien sûr, toujours l'algorithme Terranis prend en compte les images satellites pour analyser la maturité de la plante, des données météo, et des données météo justement en provenance de MFI, donc Météo France International. Voilà, il s'agit plus précisément de données de évapotranspiration, donc c'est la quantité d'eau qui est perdue par les plantes par évaporation, par transpiration, pardon, et évaporation au niveau du sol. Voilà, plus des données de pluie et de température. On peut à cela ajouter des informations venant de capteurs pluviométriques afin d'affiner encore un peu plus le modèle et les calculs de quantité d'eau qu'il faut apporter à la culture. Okay. Dans le domaine des collectivités locales maintenant, notre partenaire GeoSigWeb propose un ensemble sur Sparking Data, un ensemble de services pour les collectivités locales, notamment ici le suivi de la réserve foncière. Alors, il faut savoir que ces études, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Simplement, pour faire une étude de ce type-là, c'est quelque chose qui dure très longtemps. Ça fait appel à des cabinets spécialisés qui passent plusieurs mois à étudier l'ensemble des permis de construire en combinant ça avec les plans d'urbanisme, etc. pour finalement... Attendez, on a peut-être un problème... On est en pause. A priori, le partage d'écran est en pause. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Que se passe-t-il? Excusez-nous pour cette interruption qui va être rapidement résolue par nos services techniques. C'est bon, a priori. Bon. Johanna, c'est bon? Très bien. C'est bon. Je continue. Voilà. Donc ça, c'est des études qui, confiées à des cabinets spécialisés, prennent très longtemps et coûtent très cher. Voilà. Donc GeoSigWeb, grâce à leurs algorithmes, propres algorithmes, sont capables, à partir d'images satellites, combinées avec des données métiers de type plan local d'urbanisme, ils sont capables d'extraire des informations concernant la réserve foncière d'une agglomération, comme on le voit à droite. Donc, c'est les quantités de réserves foncières disponibles pour l'agglomération de Auch, je crois. Voilà. Là, c'est un exemple. Donc on voit le passage finalement à gauche de l'image satellite de base, donc, qui est du Sentinel-2 là en l'occurrence, le traitement de GeoSigWeb qui permet donc déjà de vectoriser l'urbanisation de cette géographie, on va dire, et de croiser ça avec des bases de données qui sont disponibles et dont ils sont spécialistes également sur les zones urbaines et d'avoir du coup un traitement qui permet de combiner les deux et d'avoir un rendu sur la réserve foncière restante à disposition des collectivités territoriales
concernés. Donc là aussi, un croisement, une combinatoire entre des différentes sources de données et différents algorithmes. Hop. Alors, un autre cas d'usage, toujours dans le domaine des collectivités locales, c'est le suivi de la croissance urbaine. Ici, le cas d'école, on va dire, de Doha, au Qatar, où entre août 2015 et août 2016, la croissance urbaine a été de 25%, justement en prévision de la Coupe du Monde de football en 2022. Voilà, ça c'est un exemple d'application de services fournis par GeoSigWeb. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir faire recenser un par un les permis de construire, ou du moins les constructions qui ont été faites de manière plus ou moins empirique, l'exploitation des données Sentinel-2 permet, avec un algorithme encore une fois spécifique, de faire une comparaison et d'avoir un rendu sur le différentiel entre les deux prises de vue qui datent de Nantes. Donc on voit encore une fois l'apport de cette technologie sur ce cas d'usage. Maintenant, je vais vous parler des applications de Mercator Océan, un de nos partenaires Sparking Data, qui a en fait été créé, enfin Mercator Océan, dont les actionnaires sont l'ensemble des sociétés affichées en haut à gauche, donc le CNRS, Ifremer, Chaume, Météo France et l'IRD. Voilà. Donc là, c'est une des premières applications créées par Mercator Océan sur Sparking Data, qui est en fait la création d'une image 2D des océans permettant d'afficher oui, la valeur d'un élément comme la température, la salinité ou le courant à différentes profondeurs de l'océan. Voilà. Donc c'est une coupe horizontale en fait de l'océan qui est réalisée à partir d'un fichier NetCDF. Voilà, donc le métier de Mercator, c'est évidemment la météo appliquée à l'océan, donc savoir quel océan il fera demain. Pour ça, donc, ils utilisent ces technologies pour observer, pour comprendre et pour prédire évidemment l'état de l'océan. Un autre cas d'usage de Mercator. Un autre cas d'usage de Mercator, c'est le service d'advection de particules. Alors, advection, je me suis renseigné, c'est le transport d'un élément par le mouvement du milieu environnant. Voilà, donc, donc ici, nous voyons à l'animation l'advection de 21 particules sur 8 mois. Donc les applications sont nombreuses. Ça peut être au niveau de l'environnement pour le suivi d'une pollution. Ça peut être les courses au large. Et voilà, de nombreuses autres applications qu'on pourrait trouver à ce système-là. Voilà, donc on voit l'évolution, on voit un exemple en fait du rendu de ce service avec donc la dérive finalement naturelle des différents éléments qui pourraient se trouver à la surface des océans. Et donc comme le dit Kyriakos, on imagine beaucoup de cas d'usage. Voilà. Donc on a terminé pour la présentation. Alors, première question, l'environnement de Mockup Console pour le prototypage est-il lié à celui de Luciad? Je me tourne vers toi. L'environnement de Mockup Console pour le prototypage. Non, a priori. Non, ça ne me parle pas, pas du tout. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions peut-être sur ce que vous appelez l'environnement de Mockup Console? On peut éventuellement le voir après. Oui, on pourra éventuellement le voir après. Il faudrait. Oui. Donc sur la présentation, on vous a laissé nos coordonnées. Vous les aurez également lorsque les différents matériels qu'on vous met à disposition vous parviendront. Et donc on peut évidemment échanger en one-to-one par la suite pour répondre à des questions plus avancées. Mais là, a priori, pour le premier élément de réponse, c'est non, on n'a pas collaboré avec Luciad pour l'instant sur ce sujet. Alors j'ai une deuxième question, c'est on n'entend plus rien, donc j'espère que ça a été résolu. OK. Existe-t-il un budget d'accompagnement pour les PME utilisatrices, comme par exemple dans le cas des challenges numériques lancés par la BPI? Alors, est-ce qu'il existe un budget déjà identifié
pas forcément de manière automatique. Ce qui est sûr, c'est que Sparking Data fait l'objet est une ressource, hein, c'est-à-dire un élément technique qui est à disposition des PME qui veulent répondre soit à des appels d'offres, soit à des appels à projets, quel que soit leur financement. Le cadre, j'allais dire, un peu statutaire avec le fait d'avoir l'État qui nous accompagne par le PIA fondateur, on va dire, de Sparking Data, et nos relations avec les différents pôles de compétitivité comme Aerospace Valley, voilà, permettent justement de valoriser l'adossement d'une start-up ou d'une PME à Sparking Data pour mener à bien un projet et trouver un financement. Alors, une petite question, dans le Sparking Data, Hortonworks ou Cloudera ont-ils été utilisés? Alors, dans Sparking Data aujourd'hui, non, ces outils-là n'ont pas été utilisés. Il y a de nombreux autres outils et Sparking Data n'est pas figé. Sparking Data propose un ensemble de librairies ou d'outils, que ce soit, comme je l'ai dit, de sémantique ou d'analytics, sous forme de pass SaaS. Voilà. Et puis après, en fonction des besoins des différents clients, on étudie l'intégration de nouveaux outils de ce type-là dans la solution Sparking Data. Ok, donc autre question, existe-t-il une bibliothèque des algorithmes disponible sous condition, bien entendu? Donc, effectivement, aujourd'hui, nous appliquons un certain nombre d'algorithmes qui sont utilisés par rapport aux différents cas d'usage, avec les exemples que nous vous avons présentés. Nous ne les avons pas encore identifiés ou mis sous la forme d'une bibliothèque, mais c'est un projet, clairement. Le but du jeu, c'est que sur la marketplace, vous puissiez, comme vous allez trouver les différents services utilisables et la possibilité de créer votre propre service, que vous puissiez trouver le catalogue des différents types de données que vous pouvez utiliser via Sparking Data, même si cette liste évidemment n'est pas exhaustive et qu'elle peut être enrichie en permanence. C'est exactement pareil pour la partie algorithme, avec effectivement sur la partie algorithme peut-être un sujet sur le processing pipeline, où on a la possibilité de pouvoir chaîner différents calculs qui n'auraient pas une valeur fondamentale. Du coup, c'est bien parce qu'il y a une question juste après qui parle justement du niveau d'intégration des use cases et comment se passe cette intégration. Alors justement, comment se passe l'intégration de nouveaux services métiers sur la plateforme. Alors, on n'en a pas parlé parce que on ne voulait pas rentrer dans le détail, mais tout au niveau Sparking Data est conçu comme un service. C'est une architecture à base de microservices qui s'appuie énormément sur Docker Kubernetes. Voilà, pour les plus techniques, ils comprendront. Et donc, nous utilisons ces technologies-là justement pour intégrer de manière facile et le plus transparente possible pour les services providers leurs applications dans Sparking Data. Bien sûr, il y a certaines contraintes à respecter au niveau notamment de l'interfaçage avec les API de Sparking Data pour que les applications puissent profiter des différents services de Sparking Data. Mais sinon, donc, nous avons 3 modes d'intégration d'applications. Donc, le premier mode, ça concerne l'intégration d'applications complètes, donc avec un serveur web, une couche métier, des bases de données, etc. Et le deuxième mode, ça c'est le premier mode d'intégration d'applications, il suffit de dockeriser en fait chaque composant, les intégrer, les pousser dans votre registry Sparking Data et puis les intégrer ensemble dans Sparking Data afin que ça devienne une nouvelle application qui va être déployée sur les serveurs de Sparking Data. Ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode, le plus utilisé, c'est le processing pipeline. Alors, le processing pipeline, là, c'est plutôt pour intégrer des algorithmes de traitement compatibles WPS.
donc WPS qui est un standard dans le domaine de l'IO et qui permet justement par le respect de certaines interfaces WPS de pouvoir exécuter de manière automatique et intégrer donc de nouveaux algorithmes de traitement dans Sparking Data, mais aussi de pouvoir les chaîner et bien sûr pouvoir à des tiers de les utiliser dans leur propre chaîne de traitement. Voilà. Ok. Donc voilà, différents moyens d'intégration. Donc une autre question concrètement, quelles sont les étapes si on veut utiliser Sparking Data? Ben, le plus simple aujourd'hui, c'est vraiment de nous contacter de manière à ce qu'on puisse vraiment travailler en coopération et qualifier ensemble. Premièrement, donc, on part vraiment sur la valeur métier avant d'arriver à la valeur vraiment technique. C'est qualifier ensemble vraiment le cas d'usage, l'idée sous-jacente, le cas d'usage, quels sont les types de données qu'il va falloir manipuler, que ce soit des données d'Earth Observation ou des données propres, des données des remontées in situ, ou des données entreprises ou autres, et puis en dérouler ensuite quels vont être le type de service qu'il va falloir créer. Est-ce que vous êtes vous-même capable de créer le service et d'utiliser la plateforme juste en dépôt et en fonctionnement, ou est-ce que vous avez besoin de nous ou d'un de nos partenaires pour développer déjà le service? Voilà. Ces différentes questions qu'il faut mener en point à point dans un premier temps. Une fois que vous avez déjà fait l'exercice, que vous savez le faire, il y a une réplicabilité qui est possible, vous pouvez créer après demain un service seul, de manière complètement autonome, en allant directement déposer, au moyen des différents leviers d'intégration, comme l'a présenté Kyriakos, votre service sur la plateforme. Après, j'ai donc des questions sur est-il possible d'implémenter ses propres sources de données dans Sparking Data, exemple des images de drones? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est surtout l'objectif, hein, c'est de pouvoir, encore une fois, enrichir le catalogue de données disponibles, soit de manière des données qui vont être disponibles publiquement, parce que vous voulez y donner un accès au public ou à vos clients via l'intermédiaire de cette infrastructure, de cette plateforme, soit pouvoir manipuler un service utilisant vos propres données, même de manière, j'allais dire, privative, mais effectivement, vous pouvez complètement lier et faire en sorte que la plateforme ingère vos propres données. Je me permets, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais assez. Sparking Data, souvent, on parle de la possibilité de commercialiser des applications, donc des applications métiers ou des algorithmes, ce genre de choses. Mais c'est aussi une solution qui peut vous permettre de valoriser vos propres données. Donc s'il y a des données que vous avez au niveau de votre entreprise que vous souhaitez valoriser, c'est-à-dire commercialiser, ces données-là peuvent donc être commercialisées dans Sparking Data et utilisées par d'autres applications pour produire de nouvelles données à valeur ajoutée. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'en parle jamais assez en fait. Ok, d'autres questions plutôt sur l'écosystème. Pourquoi Airbus, DS et Thales Alina Space ne font pas partie du projet en tant que fournisseur d'images? Alors, rien n'est arrêté. Il a fallu faire des choix, évidemment, parce qu'on était dans un processus de construction, mais un processus itératif. Il a fallu, à un moment donné, dessiner les contours d'un consortium, comme vous l'avez vu, comme vous le voyez derrière nous. Donc, pour pouvoir lancer, on a des discussions avec ces deux entreprises sur d'autres sujets où on est sur des niveaux de partenariat également, notamment avec Thales sur d'autres composants, pas forcément uniquement l'accès aux images, mais des composants technologiques. Donc voilà, il n'y a pas de dogmatisme par rapport à ça. Est-ce que vous avez un article sur des benchmarks sur la comparaison de performance de calcul entre Sparking Data et Hortonworks? Non. Alors, réponse à deux niveaux. Non, là présentement, on n'a pas d'article de benchmark. Ce qu'il faut comprendre, c'est la scalabilité de la solution. On en a
parler assez brièvement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Sparking Data s'appuie sur une infrastructure qui est déterminée, qui est Atos. On a des instantiations de Sparking Data sur des infrastructures autres, et on a la possibilité d'avoir accès à des ressources de High Performance Computing en mode à la demande. Donc, j'allais dire, le benchmark qu'on pourrait faire, il ne serait pas forcément arrêté aujourd'hui, puisqu'on est capable d'augmenter les performances à la demande. Des documents qui permettent de protéger la propriété intellectuelle pendant la discussion avec nous, oui, évidemment. Donc, premièrement, des NDA, bien sûr. Après, on peut avoir des accords de confidentialité bien spécifiques. Bon, on a l'avantage d'avoir chez Atos et puis en support aussi à l'ensemble de nos partenaires des services juridiques j'allais dire, bien renseignés sur le sujet, donc il n'y a aucun risque là-dessus. C'est des choses qu'on a l'habitude de gérer. Alors, voir Sparking Data en action sur un cas d'usage, oui, pas facile là, sur les notions. C'est pour ça qu'on a essayé de vous mettre une petite animation sur le dernier cas d'usage de Mercator. On a des vidéos de démonstration auxquelles on va vous donner accès sur les matériels transmis, où vous voyez justement la manière dont le service fonctionne. Une petite démo, oui, encore une fois, ok. Bon, on prend le point, d'accord. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. D'accord, une petite démo sur le workflow complet. D'accord, bah, écoutez, on note ça pour revenir. Encore une fois, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, parce qu'on est en train de déborder par rapport au temps qu'on s'était donné, et encore une fois, on vous remercie d'avoir participé. Si on n'a pas pu répondre à vos questions, on peut, par l'intermédiaire d'Aerospace Valley et par l'intermédiaire de nos contacts que vous avez eus et que vous aurez après l'envoi des slides, répondre évidemment en point à point. Encore une fois, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Et au plaisir donc de vous entendre pour répondre à vos questions plus en détail.